Allô? Moi, je n'entends personne, Aïcha. Aïcha? Oui, est-ce que tu m'entends? Mais est-ce que eux m'entendent? Bon, mais alors je vais commencer. But I don't hear anything. I just hear you. I don't hear them. I hear you. Okay, no problem. Let me know when to start talking, and if they have questions, I can't hear anything. All right. Est-ce que tu me dis quand est-ce que je commence? Oui, allô? Oui? Je peux commencer? OK. Bon, alors bonjour tout le monde. But I don't hear anybody, so it's a little bit awkward. It's like, c'est comme si je me présente à moi-même parce que je vois les étudiants. Moi, je me vois pas, puis je sais pas si, j'imagine que tout le monde m'entend. Si vous m'entendez, juste peux faire des signes de la main parce que moi, j'ai aucun moyen de vous entendre. OK, d'accord. Donc, je suis Dr. Fahimi Saoud. Je travaille dans un service d'urgence à un hôpital de Montréal. Et j'ai choisi ce matin de vous présenter un cas afin de vous faire comprendre que des fois la présentation clinique ou le peu d'informations qu'on peut avoir par un patient ne doit pas enlever la valeur d'un examen physique rigoureux parce que des fois la plainte, la chose dont la personne se plaint au départ et ce qui est recueilli par les infirmières qui font le triage, eh bien, la finalité de l'histoire est complètement différente des idées qu'on peut se faire au début. Alors, le cas clinique est le suivant. On a reçu un monsieur de 64 ans à l'urgence. Il a été amené par les ambulanciers. Il se plaignait de dyspnée, donc de difficulté à respirer. Il désaturait à l'air ambiant jusqu'à 80%, ce qui n'est pas bon. Et il disait avoir mal au ventre, mais c'était pas ça qui était le point de départ de son tableau clinique. Le tableau clinique avait vraiment l'air plus respiratoire. Le patient n'était pas un bon historien et il n'était pas capable de fournir plus de précision. Dans ses antécédents médicaux, il souffrait de maladie bipolaire, il souffrait d'hypertension, il avait un début d'insuffisance rénale avec une créatinine à 150 et en révisant son dossier, on a vu également qu'il était à l'hôpital il y a à peu près 2 semaines. J'ai donc demandé le dossier antérieur à la visite du jour. En termes de médication, il était seulement sous lithium pour sa maladie bipolaire. Le slide suivant. Diapositive suivant. Donc, en attendant, lorsqu'on reçoit un patient à l'urgence qui a l'air d'être en détresse respiratoire,
comme je vous dis, il était en dyspnée, il ne saturait pas comme il faut. La priorité, c'est de le stabiliser. Donc, on y va avec ce qu'on appelle le ABC. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire le CAB pour mettre en avant l'importance de stabiliser l'hémodynamie. Donc, le A, comme vous le savez, c'est les voies aériennes. Donc, ces voies aériennes étaient libres. Le B, c'est pour le breathing. Donc, je notais qu'il avait un tirage susternal, qu'il avait aussi de la rétraction intercostale, qui sont des signes de lutte respiratoire, qu'il avait un rythme respiratoire rapide à 30 et effectivement, il désaturait à 80%. Par contre, il n'avait pas de cyanose, juste un peu de marbrure au niveau des jambes. Donc, on lui a mis de l'oxygène à 100% avec un masque facial et je demande de préparer tout le matériel pour être prêt à intuber si jamais le besoin se fait sentir. Ensuite, le C, c'est pour la circulation. Donc, on a les signes vitaux et on obtient deux accès veineux en priorité. Et ensuite, moi, j'examine le patient parce qu'il est relativement stable. L'oxygène a remonté à 90% avec le masque facial à 100%. Diapositive suivante. Diapo suivante. Donc, à mon examen, l'état de conscience était OK, avec un score de Glasgow que j'avais évalué à 13. À propos du score de Glasgow, c'est un score, comme vous le savez, qui est beaucoup plus utile dans les traumatismes crâniens, mais on l'utilise quand même pour avoir une idée de l'état de conscience des patients et de la nécessité ou du besoin d'intuber ou non. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez tout ce que je dis? Si oui, levez la main. Parfait. Donc, je continue. Et une chose importante, c'est de toujours détailler votre score de Glasgow. Pas juste dire un Glasgow à 13, de façon à ce que les gens d'autres collègues, parce que vous n'êtes pas de garde 24/24, donc d'autres personnes vont reprendre votre garde. Comme ça, ils vont pouvoir évaluer si jamais il y a un changement, quel item a changé. Donc, mon score de Glasgow se détaillait comme suit. Le patient ouvrait les yeux à l'appel de son nom, donc je l'ai scoré à 3. Il avait une réponse verbale, même si c'était des propos un peu confus, donc je l'ai scoré à 4. Il obéissait aux ordres, donc j'ai scoré ça à 6, ce qui me donnait le total de 13. Au niveau des signes vitaux, la pression artérielle, donc évidemment, il est branché avec un moniteur en continu, on est dans la salle à corde. La pression artérielle était à 113/80. Sa fréquence cardiaque un peu accélérée à 96 par minute. Il n'était pas fébrile, sa température, on avait pris la température rectale à 37. Et comme je vous l'ai dit, aussitôt qu'on avait mis l'oxygène, j'ai oublié de dire qu'on lui a aussi administré des aérosols de Ventolin. Sa saturation a remonté à 92. Au niveau de l'examen de la tête et du cou, il n'y avait rien de particulier, pas de signe de traumatisme, le cœur était régulier, les poumons, l'auscultation était claire. J'avais une bonne entrée d'air aux 2 poumons. L'abdomen était souple, par contre, il était distendu, douloureux de façon diffuse, ça veut dire tous les cadrans faisaient mal, il grimaçait quand je palpais l'abdomen. Et je n'avais pas noté d'œdème au niveau des membres inférieurs. Diapositive suivante. Merci. Et dans la salle à corde, tout ce qu'on prélève comme examen sanguin, puis les prélèvements, ils se font en même temps qu'on installe les voies, les deux cathéters intraveineux. Et on a tout un panel qui est
je vous dirais presque automatiquement demander pour les patients qu'on est en train de gérer dans la salle à code. Alors, on a une formule sanguine, je pense que vous dites hémogramme, on a une biochimie 7, donc c'est urée, créatinine, les électrolytes, la glycémie. On a également des troponines, on a un gaz veineux ou alors un gaz artériel si on a le temps de le faire. On demande presque toujours un dépistage de drogue, des drogues de rue et d'alcool, de l'alcool. Qu'est-ce qu'on demande d'autre presque systématiquement? C'est les tests de fonction hépatique et un coagulogramme, donc INR et PT. Et vu que le patient était sous lithium, moi, j'ai rajouté le dosage de lithium dans le sang. Alors, les résultats que j'ai obtenus assez rapidement étaient les suivants. Son hémoglobine était à 114, les leucocytes à 12 000, j'avais 400 000 plaquettes et dans mon panel métabolique, j'avais une glycémie normale, une urée à 15, la créatinine à 145, donc élevée, comme je vous ai dit, un peu d'insuffisance rénale et je me demandais est-ce que c'était plutôt aigu ou chronique. À ce stade, je ne le savais pas encore. Le potassium à 4,2, le sodium à 138, les troponines étaient négatives et dans mon dépistage de drogue-alcool, il n'avait pas bu, donc l'éthanol était négatif. Il n'y avait pas d'autres drogues dans le sang. Son lithium était à 0,8, la normale va de 0,6 à 1,20, donc je me trouve avec une lipémie dans les limites de la normale pour mon laboratoire. Diapositive suivante. J'ai demandé au chevet un rayon X abdominal parce que j'avais un abdomen distendu, ainsi qu'une radio pulmonaire, vu que le tableau au départ était un tableau respiratoire. Mais je dois vous dire qu'en fonction de mon examen physique, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le tableau était respiratoire au début, alors que mes trouvailles d'examen physique me dirigeaient beaucoup plus vers l'abdomen. Les poumons étaient clairs à l'auscultation. Donc, la radio des poumons me montrait de la télectasie aux bases, mais c'était à peu près tout. J'avais pas de consolidation, j'avais pas de redistribution. Et sur la radio de l'abdomen, j'avais des anses intestinales distendues et un cadre colique dilaté. Et là, je me pose des questions. Évidemment, comme clinicien, vous devez toujours, autant que possible, essayer d'être logique par rapport à ce que vous voyez et par rapport aussi à ce que vous obtenez comme résultat. On ne traite pas les résultats, on traite le patient qui est devant nous. Donc, mon raisonnement était le suivant. Les anses intestinales dilatées, est-ce qu'il est en occlusion? Parce que ma deuxième cause, ça aurait été une parésie intestinale sur des troubles hydroélectrolytiques. Mon potassium, qui est mon premier, qui peut me donner ce genre de problème-là, mon potassium était revenu normal. Donc, est-ce qu'il est, donc pour moi c'était exclu. Maintenant, si oui qu'il est en occlusion, sur quoi est-ce qu'il est sur cette occlusion? Sur quoi fait-il cette occlusion-là? Ensuite, est-ce que son tableau respiratoire est dû ou était dû à la distension des anses intestinales et à la télectasie? Et quelle doit être ma prochaine étape? Évidemment, ma prochaine étape, ça va être de placer un tube nasogastrique pour décomprimer. Diapositive suivante. Et ensuite, d'avoir des images. Donc là, je vous donne l'image de l'abdomen qui était distendu. Malheureusement, mon rayon X n'est pas de très bonne qualité. Et j'ai l'impression que mon slide est à l'envers. Alors, il faudrait pencher la tête de côté. Vous allez repérer les crêtes iliaques et vous allez voir un peu la noirceur des anses intestinales dilatées dont je vous parle.
ça paraît plutôt gris sur le rayon X qu'on a en main. Malheureusement, je ne peux pas pointer, mais il y a quand même le curseur de lorsque j'ai pris la photo qui est sur le cadre colique. Diapositive suivante. Encore une fois, l'image n'est pas de bonne qualité. Je vous promets de faire mieux la prochaine fois. Mais tout ce que vous voyez en gris, c'est vraiment les anses intestinales qui sont dilatées, comme je vous l'ai dit. Là, j'obtiens le scan abdominopelvien. Diapo suivante. Encore une fois, je vous demande de pencher la tête de côté. Et ce qu'on remarque sur cette diapositive, sur cette image-là, qui est l'image de scan, c'est de chaque côté de la colonne, si vous regardez bien comme il faut, vous allez voir ce qui représente les reins. Les reins qu'on étudie comme étant en forme de haricot, et qui normalement ont un contour tout à fait régulier, vous allez voir qu'il y a plein de nodules. Le contour des reins est complètement déformé et ça des deux côtés. Est-ce que vous le voyez? Si oui, vous levez la main. OK. Et donc là, diapo suivant qui montre la même chose, avec des reins qui sont complètement, c'est le mot anglais qui me vient en tête, distorted. En tout cas, un contour complètement irrégulier. Ça, c'est pas des reins normaux. Donc, multiples masses aux reins. Et donc, le radiologiste qui interprète ça m'appelle et me dit, ton patient a des reins polykystiques. Diapo suivante. Donc, je vous fais un petit topo rapide sur les reins polykystiques. Donc, contour rénal très irrégulier, multiples masses aux reins. Les plus grandes mesuraient 6 cm. Diapo suivante. C'est quand même quelque chose de relativement fréquent. C'est 1 sur 400 à 1000 naissances vivantes. L'héritage génétique, ça touche beaucoup plus souvent les hommes. On a un déclin irréversible de la fonction rénale. Souvent, c'est une maladie silencieuse et la seule façon de le diagnostiquer, c'est de faire une imagerie qui va montrer multiples kystes aux deux reins. Aïcha, j'ai l'impression qu'on est parti à la dernière diapositive. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y en a en avant qu'on n'a pas montré? Voilà. Je pense qu'il faudrait aller à la diapo numéro 12 ou 13. C'est ça. Occupé. Donc, comme je disais, ça touche plus souvent les hommes. C'est une maladie silencieuse. Avec une imagerie qui permet de voir les reins, c'est vraiment la seule façon d'avoir le diagnostic. Donc, on a plein de kystes dans les deux reins. Et vu que c'est une maladie génétique et la plupart du temps autosomique dominant, on recommande alors de dépister les autres membres de la famille. Diapo suivante. Lorsqu'il y a des manifestations cliniques, parce que des fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait silencieux, ce qu'on a comme symptômes, c'est des douleurs au flanc. Mon patient se plaignait d'avoir mal au ventre. Une insuffisance rénale qui s'installe de façon progressive. Il était à 150 de créatinine. Une protéinurie, de l'hypertension. Une chance, lui, n'était pas hypertendu. Et ça peut s'accompagner aussi de kystes au foie et du pancréas. Dans la moitié des cas diagnostiqués de polykystose rénale, il y a aussi des kystes au foie et au pancréas. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on fait comme management?
on gère la pression artérielle avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des ARA, les sartans, ceux-là qui inhibent l'angiotensine, s'il n'y a pas de contre-indication. Ça veut dire des problèmes de sténose de l'artère rénale parce qu'on ne voudra pas abîmer les reins plus loin. Et ce qu'on vise, c'est une pression artérielle de 110/75, en particulier chez les jeunes. On contrôle également le sodium dans la diète, donc l'apport alimentaire de sodium, qu'il faut arriver à diminuer à 2 grammes ou moins par jour. Parce que je pense qu'en Haïti, on mange 40 grammes de sodium par jour, ça risque d'être difficile chez nous. Ensuite, prise de liquide, on recommande 3 litres par jour. C'est beaucoup d'eau, ça, 3 litres d'eau par jour. Mais ça permet de supprimer la production de vasopressine et il paraît que la vasopressine inhibe la formation en fait, la vasopressine facilite la formation des kystes rénaux. Donc, en inhibant la vasopressine, on empêche la production des kystes, la formation des kystes. Il faut évidemment surveiller la natrémie et la fonction rénale de ces patients et ce sont des patients qu'on va référer de manière précoce en néphrologie. Parce que ce ne sont pas les internistes généraux ni les médecins d'urgence comme moi qui allons faire la suite de la prise en charge de ces gens-là. Il y en a qui vont finir en dialyse et qui vont finir avec une transplantation rénale. Le but de ma présentation, elle est double. La première, et ce que je voudrais que vous gardiez surtout en tête, c'est que votre travail est un travail de détective, en particulier le travail qu'on fait à l'urgence. Il s'agit de toujours garder en tête que des fois, la présentation initiale n'est pas le diagnostic final. J'ai un patient mauvais historien à cause de sa maladie mentale, à cause de son niveau d'éducation, qui se présentait avec un tableau en priorité respiratoire. Mais regardez comment ça termine. Ça termine avec rien au niveau des poumons, à part peut-être la distension abdominale qui avait causé la téléctasie, ou peut-être la douleur qui faisait qu'il hyperventilait. Mais mon tableau initial de problèmes respiratoires, ça a terminé avec une subocclusion, distension et découverte de reins polykystiques. Donc, vraiment, un travail rigoureux, un travail minutieux, en gardant en tête que vos possibilités doivent être très larges au début. Et ensuite, l'autre volet, ce patient n'était pas apte à prendre des décisions pour lui-même. C'était un volet plutôt éthique dont je ne vous ai pas parlé. Donc, il a fallu, pour poursuivre les investigations, que je fasse appel à son frère, qui était la personne responsable de prendre des décisions. Et c'est lui qui a piloté à la fin le dossier parce que le patient lui-même n'était pas capable de comprendre ce que je lui expliquais, ni même de prendre des décisions pour lui-même au niveau de la poursuite des investigations et de tout ce qui allait s'en suivre à la suite de son diagnostic. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. Malheureusement, je ne vous entends pas, donc ça serait extrêmement difficile de prendre des questions. Donc, merci pour votre attention. Est-ce que je prends la question à travers toi, Aïcha? Avez-vous donc des questions? Parce que il faudrait que tu me les transfères, j'entends rien. Ah, avez-vous des questions pour moi? Allô?
Je suis André Whistler, résident 1 médecine interne HUH. Ma question c'est concernant le taux d'hémoglobine qui était à 114 et le taux de plaquettes qui était à 400. J'aimerais savoir pourquoi il y a cette discordance et dans le cadre de ton patient. Oui, je les entends pas. J'entends à travers ton téléphone. Oui. C'était quoi la question? Parlez plus fort. Allô? Allô? Il faut que tu gardes ton téléphone ouvert, c'est à travers toi que je fonctionne. Attends-moi, j'écris la question. Est-ce que vous écrivez vos questions? Ok, là je t'entends. Oui, mais tu ne les entends pas, eux. Je t'entends toi. Ouais, ça a son problème, oui. Non. Je mets mon haut-parleur, mais c'est toi que j'entends. Attends-moi, j'ai envoyé un message pour dire. Couldn't see the slide, what you mean? Allô? Oui. Non, pas toi, non, je demande pour... Ah. Allô? Je suis dans une conférence, on se parle dans tout l'appareil. Alors, est-ce que vous pouvez écrire vos questions, s'il vous plaît? Et je vais les lire. Attends. Moi, j'ai un déplacement avec la caméra, je suppose que... Il tape. Il n'y a pas de questions? La personne qui avait posé une question tout à l'heure, c'est quoi la question? Allô? Bon, je sais pas, je suppose qu'il y a d'autres questions. Ok. Moi, je vais juste envoyer un message. Oui, bon. Il y a quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure, mais on n'a pas entendu. Ok. Bon, ben, bonne journée. Ok. Je me déconnecte. Ok. D'accord. Merci. Bye bye.